tenir compte peut-être des personnes vivant avec un handicap, des personnes peut-être pour quelques caractéristiques physiques ou biologiques sont exclues d'un système de santé ou bien d'un système éducatif où ils n'ont pas la possibilité peut-être de promouvoir l'accès au pouvoir de façon équitable. Nous parlerons ici des inégalités. Donc ici, pour nous particulièrement, si je veux parler de la santé, il faudrait aussi parler des inégalités par rapport au pouvoir économique, parce que les pauvres n'ont pas accès au système de santé au même titre que les riches. Les hommes n'ont pas accès au système de santé au même titre que les femmes, à cause peut-être de certains préjugés, à cause de certains présentations sociales. Les hommes ont la possibilité peut-être de mieux d'être éduqués que les femmes, ou encore les jeunes filles n'ont pas la possibilité de bénéficier des meilleurs systèmes éducatifs qui peuvent se présenter dans un pays par rapport aux autres. Ça peut être lié à la culture de ce pays, ça peut être lié à des situations, peut-être des conjonctures économiques liées au pouvoir d'achat de la famille. Lorsque nous parlons aussi des inégalités, peut-être basées sur le genre, on peut parler des inégalités de pouvoir. Les inégalités de pouvoir ici, c'est le fait que les femmes ne puissent pas avoir accès peut-être à des positions stratégiques pour prendre des décisions ou pour influer sur leur environnement, que ce soit l'environnement politique, l'environnement social, l'environnement économique. On peut parler brièvement de ces inégalités en ce sens. Donc, pour me résumer, c'est le fait qu'on puisse se baser sur des aspects biologiques ou physiques pour pouvoir exclure une partie de la population de certains avantages qui doivent normalement être équitables. D'accord. Alors, merci pour cette définition et pour cette contribution. Alors, je rappelle qu'effectivement, lorsqu'on parle d'inégalité basée sur le genre, il y a un certain nombre d'indicateurs qui rentrent en compte, il y a un certain nombre d'aspects à prendre en considération. Alors, je vais tout de suite m'intéresser à Christine Ombago. Voilà, et la question est celle de savoir, lorsqu'on parle d'inégalité, notamment hommes-femmes dans le domaine, sur le marché du travail, vous qui êtes dans ce milieu très actif, comment les choses se matérialisent, comment ces inégalités hommes-femmes se matérialisent notamment sur le marché du travail? Alors, aujourd'hui, il y a une réalité qui est vraiment chiffrée au niveau de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. On a 40% des hommes qui sont salariés et 80% des femmes qui sont soit chefs d'une petite entreprise, soit travaillant au sein d'une petite entreprise familiale. Et ça, c'est un chiffre qui tout de suite me choque. C'est la preuve concrète de l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Et qu'est-ce qui explique cette inégalité? C'est notamment le fait que les femmes vont faire des études moins longues à cause des mariages précoces, à cause des grossesses précoces. Elles vont faire des études moins longues ou vont devoir arrêter très vite leurs études, et ça va avoir pour conséquence qu'elles ne seront pas très compétitives sur le marché du travail. Au-delà de ça, il y a aussi le fait que bon nombre d'employeurs ont encore cette idée que les femmes sont moins efficaces en entreprise. Parce que quand on embauche une femme, on prend le risque qu'elle soit déjà enceinte au moment de l'embauche ou alors qu'elle tombe enceinte quelques mois après. Et lorsque un employeur a à choisir entre embaucher un homme et embaucher une femme, malheureusement, que ce soit en Afrique ou même en Occident, les employeurs privilégient les hommes. Donc, c'est vraiment la réalité du terrain aujourd'hui. C'est vraiment la réalité du terrain et c'est partout, que ce soit en Afrique, même en Europe, mais plus en Afrique. Alors, je vais tout de suite rebondir là-dessus en donnant la parole à Senkish Gebre pour ce qui est du Burkina Faso. Lorsqu'on parle des causes des inégalités de genre, comment les choses se matérialisent, se dessinent de ce côté? Ok, merci Waris. Il faut dire au niveau du Burkina, c'est comme partout ailleurs en Afrique. Hein.
les inégalités de genre existent et voilà, ça fait que en fait les femmes, ça place les femmes en première victime de pauvreté dans mon pays. Et cela est dû entre autres aux pesateurs sociaux et à certaines normes sociales qui font en fait qui ont une influence négative généralement sur les lois et sur les politiques en faveur des femmes, notamment par rapport à l'accès à l'instruction déjà, par rapport à l'accès à l'emploi et tout ce qui peut être considéré comme une source de stabilité économique pour les femmes. Donc, il y a ces pesanteurs sociaux-là qui existent et qui jouent malheureusement en défaveur de ces femmes-là. Et ce qu'il faut dire également, le constat en fait qui fait que en fait, les inégalités sont encore plus criardes chez moi, c'est que en fait, il y a des tâches en fait que je dirais, que je qualifierais de grosses mangeuses du temps, à savoir le fait de faire à manger, de s'occuper du foyer des enfants, d'aller chercher du bois, voilà, de s'occuper du détail, d'avoir son petit chat à côté. Toutes ces activités généralement sont faites par des femmes. Et du coup, ces femmes-là, ce sont des activités qu'elles font et ces activités ne sont pas du tout rémunérées. Et du fait que ces activités prennent excessivement de temps, ces femmes n'ont pas la chance, en fait, ou le temps matériel pour se former, voilà, pour être compétitives au même titre que les hommes dans la quête de l'emploi. Et un autre aspect vraiment qui crée des inégalités entre les hommes et les femmes chez moi, c'est aussi l'accès à la terre. Voilà, les femmes n'ont pas du tout accès à la terre. Et voilà, quand on sait voilà, que ce que cela renferme en fait comme possibilité de s'autonomiser, voilà, c'est un phénomène qui est assez difficile. Et également, il y a l'accès, comme je l'avais dit un peu plus haut, l'accès à l'instruction. Voilà, généralement, dans les ménages très pauvres, le choix est vite fait. Entre amener le petit garçon à l'école ou la petite fille, on préfère, voilà, le choix est vite fait en faveur du petit garçon, parce qu'on préfère que la petite fille reste à la maison pour s'occuper de ses frères, etc., aider la maman dans les ménages. Donc, du coup, tous ces facteurs mis ensemble, ça crée vraiment un véritable problème qui empêche les filles et qui crée le fossé entre les hommes et les femmes, notamment par rapport à l'accès à l'emploi, à l'accès voilà, aux autres domaines, ou à d'autres activités qu'elles pourraient mener au même titre que les hommes. Donc, c'est un peu la situation qui se présente chez moi. D'accord. Merci pour cette contribution, Alpha Badji. Du côté du Tchad et même de manière générale, est-ce qu'on peut dire que ces inégalités-là commencent d'entrée des jeux au sein de la cellule familiale avant de se répercuter sur le plan professionnel, sur le plan sanitaire, etc. Est-ce que la cause principale intervient d'abord au sein de la cellule familiale? Oui, bien sûr, Boaris. Les réalités sont à peu près les mêmes hein, dans presque tous nos pays de l'Afrique subsaharienne. Nous avons les mêmes réalités. Aujourd'hui, moi, j'ai une fille de 1 an et 6 mois. 1 an et 6 mois. Et généralement, il est de coutume chez nous, lorsque les filles sont nées, on les prépare à être des bonnes femmes pour leur mari. Ça, ce sont les valeurs qu'on les inculque. On va leur faire comprendre qu'elles doivent se comporter comme ça en famille, s'occuper de leurs enfants, faire ceci, cela. Donc, on apprend aux jeunes filles à mieux maîtriser leur foyer que de développer leur entendement pour pouvoir affronter le monde extérieur. Aujourd'hui, lorsque une jeune fille est née dans la famille, on commence peut-être avec des critères qui sont assez simples pour dire bon, comment elle prépare, est-ce qu'elle arrive à faire de la bouillie, est-ce qu'elle prépare correctement. En fait, ces indicateurs qui sont assez subjectifs renferment ces jeunes filles dans un carcan qui les prépare plutôt à être des excellentes, peut-être femmes soumises au foyer, que peut-être des excellentes femmes qui peuvent provoquer un changement socio-économique durable. Et aujourd'hui, peut-être autre chose que nous pouvons signifier, rien que le fait qu'une jeune fille rentre de la classe, des écoles, dans la journée, comparativement à un jeune garçon, on demandera à la jeune fille de poser son sac et d'aller aider sa mère peut-être à la cuisine, ce qui n'est pas le cas chez le jeune garçon parce que lui, il va aller s'amuser avec ses amis pour développer peut-être d'autres facultés ou encore il va suivre la télé ou il va s'instruire dans les différents livres qu'il possède, ainsi de suite. Donc, tout est fait à la base pour que les inégalités sociales puissent vraiment être assez néfastes pour une jeune femme.
c'est un peu difficile de le concevoir dans ce sens. Moi, j'ai décidé de lui offrir des jouets qui sont exclusivement caractère féminin à ma fille parce que je me dis qu'elle a le droit de développer d'autres facultés que de développer son instinct maternel. Donc, nous disons que ces réalités sont les mêmes partout en Afrique subsaharienne. Et je me dis qu'il y a très difficilement des parents ou bien des familles qui arrivent déjà à poser des bons jalons au tout début pour permettre à leurs enfants de pouvoir avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités que les jeunes garçons qui sont nés dans ces familles. Et autre chose aussi que nous pouvons dire tout à l'heure, Saint-Tiche l'a signifié, lorsque nous sommes en face peut-être d'une rareté des moyens économiques, le choix est clair. Le choix est orienté vers le jeune garçon parce que nous nous disons que c'est lui le pilier de la famille. On n'arrive pas à considérer la jeune fille comme le pilier de la famille, alors que pour nous, pour qui est peut-être un dividende démographique intéressant, peut-être avantageux pour tout le monde, nous devons donner la possibilité à toutes les personnes qui puissent peut-être faire partie de notre génération de pouvoir profiter de ces choses. Il y a Nelson Mandela qui a dit quelque chose qui m'a tellement plu. Il dit « L'indigence et l'inégalité criante sont des fléaux si épouvantables de notre époque qu'elles ont leur place aux côtés de l'esclavage et de l'apartheid. » Donc, les gens ou bien nous qui pratiquons l'indigence et l'inégalité, peu importe la façon ou la manière dont nous sommes en train d'extérioriser cela, pour lui, nous sommes semblables à ceux qui ont peut-être encouragé l'esclavage et l'apartheid dans le passé. Donc, cela pour nous permet de comprendre au mieux la portée des actes que nous posons maintenant et quelle sera peut-être la finalité de ces actes pour nos jeunes sœurs, pour nos mamans et nos épouses. Merci. Merci, nous comprenons tout de suite que tout part de la cellule familiale. Je rappelle que vous avez la possibilité également de réagir à travers les différentes plateformes, que ce soit sur Zoom, sur Facebook. Vous avez la possibilité d'apporter vos contributions et poser des questions. D'ailleurs, je vais tout de suite prendre une contribution qui nous vient de Isel Akwe, qui est la marraine de cette 3e édition des Anto Winners Day, qui dit: on apprend plus aux jeunes filles à prendre soin de leur foyer par des indicateurs subjectifs qu'à se développer. Alors, Christine Ombago, que penses-tu de cette contribution? Aujourd'hui, on apprend plus aux jeunes filles à prendre soin de leur foyer par des indicateurs subjectifs qu'à se développer. Est-ce que ça a été le cas pour toi durant tes études et aujourd'hui dans ton milieu professionnel? Alors, si je vais prendre mon cas en particulier, ça n'a pas du tout été le cas parce que je viens d'une famille où on est 6 filles et mon père a toujours tenu à ce que nous allions loin dans nos études. D'ailleurs, nous avons toutes au moins un bac plus 3. Et ça, je sais que c'est très particulier. Quand je vois autour de moi, au niveau de la famille, ou même des clientes que je reçois, c'est vrai que le poids de la famille, le poids du foyer repose beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes. Or, un foyer, c'est 2 personnes. Les enfants, par exemple, on les fait à 2 et on devrait s'en occuper à 2. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier et encore plus dans notre milieu africain. Je ne vais pas prendre le cas du Gabon en particulier parce que j'ai accès à d'autres communautés africaines et je me rends compte que c'est exactement la même chose. On apprend aux femmes à être de bonnes épouses, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais on ne leur apprend pas, par exemple, à avoir l'estime d'elles-mêmes et à se réaliser en tant que personne. Parce que tout comme un homme, une femme a besoin de se réaliser. Elle a certainement besoin d'avoir un foyer, certainement besoin d'avoir des enfants, mais elle a besoin d'avoir des projets qui lui sont propres. Elle a besoin de ressentir qu'elle réussit sa vie. Comme quoi, la femme n'est pas c'est vrai, lorsqu'on parle de foyer, la référence d'entrée de jeu, c'est la femme qui est censée porter le foyer, mais ça ne se limite pas qu'à ça, en fait. Non, ça ne se limite même pas qu'au foyer, parce que
au final, même en entreprise et même auprès des banques, aujourd'hui, les banques accordent plus difficilement des crédits à des femmes plutôt qu'à des hommes. Donc, ces inégalités-là partent de la famille pour atteindre les femmes à tous les niveaux. C'est comme si, en fait, c'était une double peine pour les femmes. Non seulement au niveau du foyer, mais aussi dans leur quotidien. D'accord. Alors, merci pour cette contribution. On va tout de suite prendre une autre question qui nous vient de Van der Wood Tisha. Et là, je vais donner la parole à Sentish Gebri. Alors, la question est la suivante. Dans le milieu professionnel, comment explique-t-on cette inégalité salariale qui existe entre les hommes et les femmes? De nos jours, les femmes travaillent autant que les hommes. Alors, pourquoi cette discrimination salariale? C'est une réalité. Parmi, bien sûr, les causes des inégalités de genre, il y a la partie consacrée au salaire. Généralement, le salaire de l'homme n'est pas le même pour la femme. Et parfois, même lorsque ces différentes personnes exercent le même métier, il y a toujours une disparité. Comment peut-on expliquer cela? Ok, merci Waris. Déjà, il faut dire que ce constat est assez réel au niveau des entreprises, cette histoire d'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Parce que déjà, les entreprises sont déjà réfractaires souvent à recruter les femmes au même pied d'égalité que les hommes. Généralement, à compétences égales, on préfère prendre l'homme plutôt que la femme parce qu'on se dit peut-être qu'à un certain moment donné, cette dernière tombera enceinte. Voilà, il y a des congés de maternité qu'il va falloir payer pendant qu'elle ne travaille pas et tout. Donc, du coup, les entreprises, souvent, quand ils font ce calcul-là, ils préfèrent se tourner généralement vers les hommes plutôt que vers les femmes. Mais bon, d'une façon générale, il faut dire aussi que en fait, cette inégalité même a une source encore plus profonde, dans la mesure où ça tout part en fait déjà au niveau même des activités, des secteurs d'activité où l'on retrouve les femmes et les hommes. Généralement, ces secteurs d'activité sont assez distincts, puisque les femmes, généralement, on a tendance à les occuper dans les secteurs des services, notamment, ou bien d'aide à la personne et tout. Et ce sont elles, généralement, que l'on retrouve comme réceptionnistes par-ci, par-là, comme femmes de ménage, comme domestiques, voilà, comme hôtesse de l'air, comme coiffeuses, etc. Donc, tous ces travaux qui ne sont pas véritablement valorisants pour la femme, voilà, font qu'il y a cette disparité au niveau des salaires. Mais je pense en fait que de prime abord, les entreprises, en fait, en faisant le calcul entre le coût, voilà, que peut rapporter une femme ou le coût que peut rapporter un homme, ils se disent souvent en recrutant l'homme, voilà, ils gagneraient plus. Parce qu'étant, voilà, la femme, à un certain moment donné, elle est obligée de faire certaines choses que l'entreprise va supporter. Donc, du coup, sur ce plan, ça crée déjà cette disparité au niveau des salaires. Et souvent, voilà, c'est un peu dû aussi voilà, à nos sociétés. En fait, on pense souvent que les hommes ont plus de charges que les femmes sont moins compétentes. Et du coup, on peine en fait à les payer au même titre que les hommes. Pourtant, ce n'est pas toujours vrai. Les femmes, elles sont souvent très compétentes et souvent même plus compétentes que les hommes, puisqu'elles sont appelées à produire en fait 2 fois plus. D'autant plus qu'elles ont, en fait, elles travaillent 2 fois plus que les hommes. Elles sont obligées, en fait, de se maintenir à un certain niveau pour être compétitives. Mais bon, en fait, la société ne voit pas ça. On voit plutôt, en fait, des aspects peut-être sur le terrain qui n'auraient pas dû jouer du tout dans ce calcul-là. Donc, bon, je justifie un peu cette disparité de salaire entre les hommes et les femmes de cette façon. Le micro est fermé apparemment. Maurice, tu peux activer ton micro. Donc, je disais merci pour la contribution. On va tout de suite aller prendre une autre contribution qui nous vient d'Isela Kwe qui dit exactement le degré d'inégalité que l'on vivra à l'extérieur est conditionné par ce qui se passe dans la cellule familiale. Une autre contribution de la Perle Pierre qui dit l'éducation a vraiment un grand rôle et Dieu merci, mes parents m'ont toujours dit que mon premier mari, c'est mon travail car grâce à lui, je garderai toujours mon indépendance. Chose qui s'est vérifiée et confirmée avec le temps. Merci mes parents pour le rôle que vous avez joué. Alors, Alpha, est-ce qu'on peut dire que finalement, le premier mari de la femme, c'est son travail?
Si j'avoue le contraire, ça doit être un peu compliqué. Moi, au fait, je n'aime pas ce clivage. Je n'aime pas ce clivage dans le sens où on ne dira pas que la première femme d'un homme, c'est son travail. Par la même occasion, on ne dira pas que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Au fait, il faut juste donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'épanouir et de réaliser ses rêves. On peut pour autant être une bonne épouse et avoir un bon travail. On peut commencer par le mariage et finir par être utile dans sa communauté, vice-versa. Donc, tout ce que moi je peux dire à ce sujet, c'est que donnons l'opportunité à nos sœurs, donnons l'opportunité à nos filles, donnons l'opportunité à nos mamans de ne pas simplement peut-être se calquer sur ce clivage homme-femme, mais de les voir comme des êtres humains au même titre que nous. Moi, l'expérience que j'ai toujours faite, c'est que dans une salle de classe, si je suis au même niveau avec une femme, j'estime que cette dame est plus intelligente que moi parce qu'elle ne consacre pas peut-être autant de temps que moi dans la lecture. Si jamais peut-être nous avons un devoir à faire ou bien des examens à passer, probablement qu'elle aura moins de temps à passer et moi, j'aurai plus de temps à me concentrer sur ses études. Si nous arrivons à obtenir les mêmes résultats qu'avec cette dame, moi, je la considère comme 2 fois plus intelligente que moi. Au lieu de juste considérer les femmes sous ce clivage, que c'est une femme, considérons ces dames juste comme des êtres humains, au même titre que nous tous. Et je n'ai jamais eu ces lunettes, ce paradigme de voir que c'est une femme qui est en face de moi, ou bien ainsi de suite, parce que j'ai toujours été dépassé par les femmes quand je suis à l'école. Je n'ai pas été un très bon étudiant, mais tout ce que je sais, c'est que nous devons considérer leur mérite, nous devons considérer l'excellence de ces femmes et de pouvoir sortir de ce clivage habituel en ajoutant toujours on peut être femme et telle. Non, c'est pas qu'on peut être femme et telle, mais que nous sommes telles. Si elle est directrice, elle est directrice. Si elle est peut-être une entrepreneur, elle est une entrepreneur. Mais je n'ai pas toujours besoin, ou nous n'avons pas toujours besoin de pouvoir établir une préséance. Peut-être que c'est une exception pour elle de pouvoir s'en sortir. Non. Commençons peut-être à déconstruire cette réalité. Ce n'est pas une exception pour une femme, peut-être de réussir, ça doit être normal. Et ça ne doit pas juste être considéré comme un fait extraordinaire. Considérons-les comme des choses normales et à partir de cet instant, peut-être la culture de l'excellence, de dépassement de soi peut nous amener. Mais quand nous allons revenir sur le clivage, oh, je suis une femme, j'ai un mari, mais j'arrive à réussir. Oui, nous savons qu'elles font énormément d'efforts, mais ce sont juste de concilier leurs efforts avec leur statut. Autrement dit, nous allons continuer longtemps en disant que oui, c'est une femme, on va considérer que c'est extraordinaire pour elle de réussir, alors que la réussite fait partie de leur essence depuis toujours. Et vantons plutôt cette excellence que de pouvoir voir plutôt au niveau de leur genre. C'est ce que je voudrais apporter pour ne pas dire que la réussite sociale est le premier mari d'une femme. D'accord, merci pour la contribution. Alors, la première partie de nos échanges nous rappelle et nous met en avant le fait que les inégalités basées sur le genre existent bel et bien, voilà, à plusieurs niveaux, à plusieurs domaines. Je voudrais cette fois-ci que nous puissions nous appesantir sur le contexte actuel. Le monde, depuis quelques mois, traverse une crise sanitaire qui est en train et où se transforme déjà en crise économique pour plusieurs pays à travers le monde. L'approche genre n'est pas en reste. Je voudrais que nous puissions maintenant nous questionner sur comment cela se manifeste en temps de crise économique que nous sommes déjà en train de traverser par l'entremise, bien sûr, de la crise sanitaire du Covid-19. Et là, je vais m'adresser à Christine Ombago. On a parlé dans un premier temps des inégalités basées sur le genre qui existent depuis. Mais comment ces inégalités se matérialisent aujourd'hui avec bien sûr la présence du Covid-19 et la crise économique qui est en train de se dessiner à travers le monde? Alors, merci Waris. En fait, ce qui se passe actuellement est un vrai drame.
comme je le disais tout à l'heure, la plupart des femmes travaillent soit à leur compte ou alors dans une petite entreprise familiale, du moins au niveau de l'Afrique. Et avec la crise sanitaire actuelle, la plupart des activités se sont arrêtées. Or, plusieurs femmes n'ont pour seule source de revenus que leur petit commerce ou leur petit business qui leur permet de se nourrir et de nourrir leurs enfants. Ce qui se passe, ou du moins ce qui est en train de se passer avec la situation actuelle, c'est que les femmes qui étaient déjà dans une position très compliquée, qui financièrement étaient déjà très justes, sont complètement désespérées, sont dans un désarroi total. Moi, j'ai l'occasion de discuter avec des femmes qui sont chefs d'entreprise et qui n'ont pas forcément des entreprises qui font des millions de francs CFA. Et c'est vraiment dramatique pour elles ce qui se passe. L'arrêt de leurs activités a vraiment une conséquence complètement désastreuse pour elles. Donc ça, c'est pour les femmes qui ont même une activité. Pour les femmes qui sont dépendantes de leurs conjoints et dont les conjoints connaissent une grande difficulté à cause de la crise, sont dans une situation encore pire. Parce que déjà, elles étaient dépendantes de leurs conjoints et aujourd'hui, les conjoints ne s'en sortent plus. Donc, ce qui se passe, c'est que même pour celles qui n'avaient jamais pensé à se lancer, qui n'avaient jamais pensé à avoir un petit commerce, cette crise-là leur rappelle qu'être dépendant n'est pas une situation qui peut perdurer. Donc, c'est un peu, s'il faille que je dresse le tableau de la situation actuelle, c'est ce qui est. D'accord, merci pour l'apport, pour la contribution. Je vais donner la parole cette fois-ci à Saint-Tiche. Est-ce que vous pensez que l'impact de la COVID-19 est inégalitaire d'homme à femme? Est-ce qu'il y a une inégalité qui se dessine réellement en ce qui concerne bien sûr la COVID-19 que nous traversons actuellement? Oui, Waris, je dirais malheureusement que la crise sanitaire a véritablement renforcé les inégalités entre les hommes et les femmes. Et si nous devons d'abord nous arrêter aux conséquences économiques de cette crise sanitaire-là, le constat est là. Comme je l'avais dit dans ma précédente intervention, en fait, généralement, ce sont les femmes qui ont des activités qui sont dans des secteurs qui ont été durement frappés par cette crise, et notamment dans le secteur des services ou le secteur d'aide à la personne. On voit que ce sont ces secteurs-là qui ont été durement touchés par la crise. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là qui ont dû fermer boutique et voilà, ou procéder à une réduction drastique de leur personnel. Et c'était encore les femmes, en fait, qui ont été victimes de cela. Déjà que le salaire qu'elles gagnent avec les petits boulots qu'elles ont, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Et si en plus l'entreprise va mal, c'est véritablement un problème. Donc, du coup, ça a véritablement joué sur les femmes. Ensuite, un autre constat qu'on a pu faire par rapport à cette crise sanitaire-là, c'est que la mortalité au niveau du coronavirus, on a remarqué que c'était plus élevé au niveau des hommes. Voilà, du coup, ça a des répercussions directes sur les femmes. Voilà, ces dernières qui tenaient déjà à s'en sortir vont se retrouver avec des charges de famille qui sont très, très difficiles à supporter, qui sont très lourdes. Et d'autant plus qu'elles n'ont pas de bon boulot. Voilà, elles n'ont pas une couverture sociale voilà, qui puisse leur permettre en fait de faire face à cette crise. Et le fait qu'elles n'ont pas de boulot, du coup, ça ne leur permet pas d'avoir accès à des microcrédits, à des aides financières qui pourront leur permettre en fait de faire face. Et ce que je peux encore dire par rapport au creusement de ces inégalités entre les hommes et les femmes, c'est aussi au niveau des tâches domestiques. Ce qu'il faut dire, c'est que déjà même, il y avait une inégalité qui était très criante au niveau des tâches, de la répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes. Avec la crise sanitaire, on peut dire que ça s'est accentué. D'autant plus que dans beaucoup de pays, comme mon pays par exemple, il y a des écoles qui ont fermé. Il y a des écoles qui ont fermé, on a assisté à des confinements par-ci, par-là, et il y avait beaucoup de malades. Donc, du coup, la charge de travail va revenir encore plus lourde sur la femme, puisque déjà, elle était appelée à faire face à cette tâche-là. Et avec la crise, ça s'est beaucoup, beaucoup amplifié. Donc, du coup,
ça a mis beaucoup de femmes face à un choix. Il fallait faire un choix, notamment entre celui de laisser le boulot et de s'occuper de sa famille, ou bien d'aller travailler, ou bien voilà, au détriment de sa famille. Donc, ce sont ces sortes d'inégalités-là qu'on a pu constater durant cette crise et qui, malheureusement, on peut le dire, ont beaucoup, beaucoup plus touché les femmes voilà, que les hommes. D'accord, merci. C'est vraiment une réalité. La période de Covid-19, avec bien sûr les confinements qu'il y a eu un peu partout à travers l'Afrique, ont une fois de plus démontré ces inégalités. Alpha Badje, c'est une réalité, tout ce qui est mentionné ici. Alors, la question que j'aimerais poser cette fois-ci, face à ce constat, alors, quelles sont selon vous les différentes pistes de solutions qui s'offrent à nous? D'abord, sur un plan juridique, est-ce que nos États ont pensé à mettre en avant quelques éléments pour pouvoir accompagner, préserver et solidifier la femme face à cette période? Bien, merci Waris pour cette question. Avant de répondre à celle-ci, j'aimerais revenir un peu en arrière par rapport déjà euh, aux éléments de réponse qui sont apportés par Damaris et Saint-Tiche, qui sont très intéressants. Je voudrais juste nous faire comprendre que l'impact de cette crise, bon, nous ne pouvons pas encore parler d'impact parce qu'il faut l'évaluer peut-être à long terme pour en mesurer la portée, mais nous pouvons déjà d'ores et déjà parler de la conséquence de cette crise dans notre écosystème, dans notre environnement économique et social. Déjà, cette conséquence, nous pouvons l'apprécier par rapport à la particularité même de notre configuration socio-économique. Juste pour rappeler, il y a de cela quelques années, je crois, si j'ai une bonne mémoire, en 2015, on a estimé qu'à peu près 50% de la population pauvre vivent dans la zone de l'Afrique subsaharienne. Donc, de l'effectif mondial de la population pauvre, on peut trouver 50% qui vivent dans notre zone. Et en plus de cela, cette proportion représente à peu près 40%, 41% de la population. Et si nous poussons les réflexions plus loin, nous allons nous rendre compte que cette proportion est davantage représentée par les femmes et les jeunes, mais particulièrement les femmes. Donc, ça suppose que si nous sommes dans une situation de crise économique, de crise sociale, les premières personnes qui seront exposées ou les premières personnes qui doivent être peut-être davantage en première ligne seront ces femmes et ces jeunes. Ici, nous pouvons également parler de leur capacité de résilience, parce que qui dit pauvre, on a moins de possibilités d'être résilient par rapport à tous les chocs qui peuvent se présenter à nous. Donc, on ne demandera pas à une femme, par exemple, de faire des projections à long terme, sur 2 ans, sur 3 ans, une dame pauvre, de pouvoir se prémunir contre peut-être des éventuels effets de cette crise, ou encore de pouvoir se relever aisément, peut-être quand elle va conduire ou son entreprise est peut-être en faillite ou je ne sais pas quoi. Mais autre caractéristique aussi essentielle qu'il faut souligner, c'est que l'essentiel de nos économies de la zone Afrique subsaharienne est basé sur le secteur informel. Et ce secteur informel, comme vous pouvez peut-être comprendre tout à l'heure dans les déclarations de Damaris, c'est qu'à peu près 80% des femmes détiennent des petits commerces, autrement dit, du secteur informel. Le secteur informel a également ses caractéristiques propres qui sont une faible capacité de résilience quand quelque chose arrive. Leur degré même de sensibilité est plus élevé parce que 2/3 de ces entreprises disparaissent au bout de 2 à 3 ans de fonctionnement dans des conditions normales de notre économie. Donc, ajouter à cela une situation liée à la COVID-19, nous pouvons nous dire que la situation est vraiment dramatique.
Aujourd'hui, ces entreprises, ces petites unités de production familiale ou ces petites entreprises n'ont pas la possibilité de faire des études de marché approfondies pour élargir ou adapter leurs produits au marché. Ce qui fait que ce secteur est lourdement affecté et par ricochet. De manière corrélative, nous allons comprendre que ce sont les femmes qui sont les plus exposées. Et autre chose également que nous pouvons peut-être signifier, c'est que avec la portée de la COVID-19, il y a eu une restriction totale du commerce, que ce soit le commerce à l'intérieur de nos frontières ou bien à l'extérieur des frontières. Alors que nous avons, ce sont les femmes qui sont les plus actives sur ces différents marchés. Le commerce, que ce soit informel ou bien formel. Mais au-delà de ça, vous allez vous rendre compte qu'il y aura également des effets sur les services financiers parce que les dames, elles sont les plus, ce sont celles qui sont peut-être davantage orientées vers les services financiers, le microcrédit et tout ce qui va avec. Donc, quand une dame n'arrive pas à produire, n'arrive pas à vendre, n'arrive pas à écouler ses produits sur le marché, logiquement, les conséquences, c'est qu'il y aura le retard des paiements, peut-être les crédits ne seront pas remboursés et par conséquent, elle ne peut pas également avoir l'opportunité de bénéficier des moyens de production ou bien des moyens pour élargir son marché. Il y a également peut-être la situation d'accès à la terre que Saint-Tiche venait de souligner dans ses propos liminaires, c'est qu'aujourd'hui, dans notre environnement, il est difficile pour qu'une femme puisse avoir accès à la terre, alors que nous savons que c'est le principal élément, ou du moins c'est, je vais dire, c'est l'élément de production le plus essentiel dans notre écosystème environnemental. Donc, il est difficile pour une femme de pouvoir avoir accès à ces choses. Nous pouvons peut-être davantage élargir ces différentes préoccupations, mais pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais maintenant revenir à la question qui est posée. Si Waris me permet, pour ne pas peut-être monopoliser la parole. Exactement. Je voudrais... D'accord. Je voudrais juste ajouter aussi un dernier aspect par rapport aux conséquences de cette crise-là qui est liée à l'accès à la santé. L'accès à la santé, aujourd'hui, l'ensemble des ressources sont orientées, mobilisées, orientées vers la lutte contre la COVID, alors que les femmes sont les premières personnes à souffrir peut-être des situations du paludisme, ça peut être les mesures de contraception et autres. Donc, cette maladie, cette pandémie de COVID a davantage mobilisé des ressources au détriment de certaines luttes qui sont essentielles pour la survie des femmes dans notre zone, en Afrique subsaharienne. Maintenant, si je peux peut-être proposer quelques pistes de solutions, juste peut-être une ou deux. Moi, j'estime que l'entrepreneuriat aujourd'hui est l'aspect fondamental pour pouvoir faire décoller peut-être notre économie, et l'entrepreneuriat féminin doit être davantage encouragé. Il y a eu beaucoup de mesures qui sont édictées par nos gouvernants et qui sont des mesures, pour moi, des mesures à court terme, ce sont des mesures conjoncturelles. Ces mesures ne permettent pas de développer une bonne capacité de résilience, c'est-à-dire des apports ponctuels qu'on apporte aux dames, des aides ponctuelles qu'on apporte ne peuvent pas nous aider à nous prémunir contre les effets peut-être à long terme de cette crise. Donc moi, j'estime qu'il est impératif d'engager des moyens plutôt pour résorber ce secteur informel dont les femmes sont les actrices les plus dominantes, de résorber ce secteur informel, de les drainer peut-être vers le secteur formel. Et à partir de cet instant, il y aura peut-être des programmes économiques structurés à long terme pour pouvoir les aider à être plus résilients et à développer leur commerce. Je reviendrai probablement plus tard avec plus d'explications. D'accord. Merci pour cette contribution qui va dans le même sens que Priska Bibegou Gondou, qui dit que face à cette crise, les femmes chefs d'entreprise ou non doivent se réinventer en créant ou en développant d'autres secteurs d'activité. Christine, est-ce que finalement ça fait partie de l'une des pistes de solutions se recréer, développer d'autres secteurs d'activité pour pouvoir faire face à ces inégalités et à cette crise économique?
Alors, il y a deux choses. La première chose, ça va être effectivement déjà de repenser. Euh, le fait de se retrouver en confinement ou le fait que l'activité soit à l'arrêt doit être l'occasion pour les femmes chefs d'entreprise, de repenser leur entreprise, de repenser leur business actuel, même pour celles qui sont dans le secteur de l'informel. Ce n'est pas parce on vend par exemple des bonbons ou qu'on vend du lait caillé sur la route qu'on ne peut pas repenser son business. Repenser son business, c'est aussi repenser la manière dont on distribue ses produits aujourd'hui. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous avez un business, par exemple, qui n'a pas de présence en ligne, vous serez plus fortement touché que quelqu'un qui a de la présence en ligne et qui peut proposer éventuellement des livraisons. Ça peut être une piste de solution pour ceux qui ont une entreprise, qui ont un business qui aujourd'hui n'a pas de présence en ligne, peut-être voir dans quelle mesure avoir une page Facebook ou une page Instagram de façon à non seulement avoir une meilleure visibilité, mais aussi à pouvoir proposer des livraisons à domicile. Ça, c'est l'une des pistes, mais ça peut aussi être l'occasion de revoir ce qu'il est possible de faire en termes d'activité. Peut-être que vous avez un business et vous pouvez développer autre chose. Être en confinement, être en baisse d'activité est l'occasion et doit être l'occasion de voir ce que vous pouvez faire d'autre pour renforcer vos capacités financières. Moi, ce sont les pistes de solutions concrètes que je peux proposer aux femmes qui ont un business, qui sont chefs d'entreprise. Et pour celles qui sont salariées, si leur contrat de travail le leur permet, elles peuvent peut-être voir comment démarrer aussi un business en plus de leur emploi. La plupart des personnes, ce qu'elles ont fait pendant cette période du Covid, c'est qu'elles sont restées chez elles et puis elles ont attendu que ça passe. Et c'est ce que les gens font encore jusqu'à aujourd'hui. Rester chez soi et attendre que les choses s'améliorent. Mais non, le fait d'être chez soi, le fait d'être à la maison doit être l'occasion de repenser notre manière de fonctionner, de repenser notre organisation, de repenser notre futur. On a rarement eu l'occasion d'avoir une période où on est pratiquement tous obligés de rester chez nous. Alors, plutôt que de regarder la télé, de trouver des moyens de se distraire, c'est l'occasion pour nous de voir, c'est l'occasion pour vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre condition actuelle, et notamment votre condition financière. Je vais m'arrêter là et je vais certainement revenir donner d'autres pistes de solutions, mais je préfère laisser la parole aux autres panélistes pour le moment. D'accord. Déjà, il y a plusieurs réactions dans ce sens qui viennent confirmer ce point de vue. Femmes, chefs d'entreprise doivent développer d'autres services et d'autres stratégies pour ne pas sombrer en période de crise, nous dit Polias Teni Bombé Hakimi. Voilà. On va tout de suite donner la parole à Saint-Tiche, qui va certainement nous apporter un certain nombre d'éclaircissements en ce qui concerne des politiques initiées par nos États, notamment pour ce qui est du Burkina Faso. Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé à ce niveau? Est-ce qu'il y a des politiques qui intègrent la perspective de genre face à la crise économique que nous sommes en train de traverser? Ok, merci Waris. Au niveau du Burkina, je pense que dès les premières heures de la crise, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment dans le cadre de la relance économique. Et ces mesures-là ont porté un peu plus sur la condition des femmes, notamment celles qui sont dans le secteur informel, à travers un certain nombre d'aides de financement pour leur permettre de tenir face à cette crise-là. Et notamment celles qui sont dans le domaine du secteur du commerce, également et pour celles qui sont les vendeuses de fruits et légumes. Voilà, il y a des mesures qui ont été prises pour les accompagner afin de faire face.
Également, il y a d'autres mesures en plus qui ont été prises, notamment au niveau des charges de la vie courante, notamment au niveau des loyers et du paiement du loyer. Au niveau de certaines activités dans des marchés, on a exonéré ces commerçants-là du paiement de ces loyers. Et même au niveau des factures d'eau et d'électricité, l'État a pris un certain nombre de mesures en fait, pour permettre notamment aux ménages défavorisés de ne pas payer l'eau et l'électricité, notamment sur une période de 3 mois par exemple. Donc, il faut dire en fait qu'il y a une panoplie de mesures qui a été prise au niveau du Burkina Faso pour essayer de soutenir les ménages défavorisés et à reprocher les femmes durant cette crise-là. C'est vrai qu'il y a eu des mesures, mais bon, on peut dire qu'on peut toujours améliorer, les choses, notamment surtout au niveau des femmes qui sont dans le secteur informel. On sait qu'elles sont à plus de 80% dans le secteur informel. Et voilà, quand on connaît la particularité de ce secteur, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile pour ces femmes-là de faire face à une crise comme celle que nous avons vécue. Et voilà, donc, moi, je proposerais en fait vraiment qu'on puisse accompagner ces femmes-là, que des mesures financières pérennes puissent vraiment être prises pour accompagner ces femmes sur le long terme, notamment à travers l'octroi de microcrédits, de micro-assurances, de prêts collectifs, voilà, surtout pour les associations et tout, vraiment pour accompagner ces personnes vulnérables à ne pas sombrer du fait de la crise de la COVID-19. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord, merci. Alors, Alpha Badji, avec votre regard de business analyst, avec une bonne expérience dans le niveau entrepreneurial depuis de 8 ans, aujourd'hui, nous sommes en train de questionner les pistes en termes de solutions pour impacter positivement la vie de la femme africaine. Vous avez esquissé quelques éléments lors de la précédente question qui étaient en rapport, bien sûr, avec l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des business clés qui se dessinent en termes de perspective et aujourd'hui qu'on peut proposer comme piste pour ces femmes-là qui nous suivent actuellement? Bien sûr, Waris. Au fait, pour revenir un peu en arrière, j'aimerais juste dire que de l'ordre peut surgir, je vais dire du désordre peut surgir de l'ordre. Ordo ab chaos, ça c'est un principe qui est connu de tous. Lorsqu'un désordre est mieux orienté, lorsqu'un désordre est mieux traité, on peut sortir de là avec quelque chose de bien. Donc, tous les bouleversements qui ont eu lieu dans le monde, que ce soit sur le plan économique, social, c'était suite à des événements peut-être qui sont de nature catastrophique, qui ont eu un impact peut-être très négatif sur l'humanité, mais qu'à un moment donné, parce qu'on a pu juguler, on a pu sortir de là avec des concepts, avec des théories, avec des paradigmes qui ont pu orienter notre monde vers quelque chose de meilleur. Donc, pour moi, je pense également que cette situation de COVID, on peut faire sortir quelque chose de bien de là. Tout à l'heure, avec Saint-Tiche et Damaris, elles ont déjà esquissé quelques pistes de solutions parce que ça nous oblige à réfléchir au-delà de notre contexte habituel et de poser peut-être des scénarios que nous n'avons jamais envisagés dans le passé. Donc, ça peut nous amener à faire sortir de nous le génie, parce que chacun de nous a le génie, et de nous permettre de nous préparer au mieux pour la suite. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que je peux dire? Aujourd'hui, avec cette situation de COVID, l'ensemble des solutions sont orientées vers la conjoncture économique, c'est-à-dire des solutions à court terme. Aujourd'hui, peut-être dans mon environnement, ici au Tchad, le gouvernement a donné quelques facilités, que ce soit au niveau des impôts, au niveau de la douane, peut-être par rapport à des crédits de consommation, tout ce qui est lié à l'électricité. Ce sont en quelque sorte des bons supports, mais qui ne sont pas suffisants parce que nous devons voir au-delà, nous devons aller plus loin. Tout à l'heure, Saint-Tiche venait de nous proposer l'accès, la facilité d'accès au crédit pour les femmes. Et nous savons qu'il y a ce qui rend un peu difficile la mise en œuvre de ce type de propositions, de ce type de solutions, c'est
le niveau, en quelque sorte, de faillite élevé qu'on peut voir dans certaines pratiques où des personnes n'arrivent pas à rembourser les crédits qui sont octroyés, ainsi de suite. Moi, je m'inscris dans une dynamique à long terme. Qu'est-ce que je vais dire? Au lieu de donner simplement du crédit à une dame, il faudrait l'éduquer sur le plan financier. Peut-être comment utiliser cet argent, comment peut-être développer quelques techniques pour générer des ressources suffisantes pour son activité. Peut-être qu'en faisant ainsi, on peut avoir la possibilité de lui donner des choix envers plusieurs sources de financement. Avec peut-être que si la femme n'est pas éduquée, elle pourra probablement aller vers la première source de financement qui s'offre à elle. Peut-être que c'est une source qui n'est pas adaptée ou bien une source qui revient un peu plus chère ou bien par rapport à ses besoins, cela ne peut pas combler ses besoins. Donc, il faut éduquer les femmes, il faut les éduquer sur le plan financier. Il y a de cela quelques années, le monde entier s'est accordé pour dire que l'inclusion financière est un aspect important pour pouvoir lutter contre les inégalités sociales et la pauvreté dans le monde. Donc, il est temps pour qu'on puisse intégrer cet aspect des choses dans toutes les politiques et les actions publiques que nous sommes en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, il est plus difficile, par exemple, d'aider des femmes individuellement, mais si nous incitons à la création de coopératives, comme je suis en train de voir dans certaines localités de mon pays, où les agricultrices, les dames fermières sont encouragées à se constituer en coopérative, ça leur permet d'obtenir peut-être un meilleur rendement de leurs produits parce qu'au sein de ces coopératives, les meilleures pratiques sont communiquées, mais en même temps, leur communiquer aussi un pouvoir de négociation par rapport aux différents clients qui peuvent se présenter à elles pour pouvoir acheter leurs produits. Donc, il faudrait miser sur ces infrastructures à base communautaire pour pouvoir véhiculer les bonnes pratiques aux femmes. Au-delà de tout, pour moi, par exemple, l'alphabétisation est un aspect aussi criard, important. Je ne sais pas dans votre pays, mais dans mon pays à moi, le taux d'alphabétisation fait partie des plus bas au monde. Donc, nous ne pouvons pas aider significativement une femme qui ne sait ni lire ni écrire. Mais est-ce que l'alphabétisation doit seulement être faite en français? Non. Dans mon pays, nous avons deux langues qui sont l'arabe et le français. Mais est-ce que l'alphabétisation doit prendre pour base uniquement ces deux langues? Il y a des langues locales chez moi qui sont écrites. Donc, pourquoi pas encourager ou bien favoriser ce type d'alphabétisation? Ma grand-mère sait lire et écrire, mais elle ne sait pas lire et écrire en français. Elle sait lire et écrire dans sa langue. Pourquoi pas miser sur ces outils qui existent déjà pour pouvoir renforcer cette capacité ou la capacité des dames pour pouvoir faire davantage? Donc, autre chose aussi pour résorber le secteur informel, moi je conseillerais à ce qu'on puisse apporter notre aide davantage. Dans certains pays, il existe déjà ce que nous appelons les centres de gestion agréés, qui est une possibilité pour les PME, pour ceux qui évoluent dans le milieu peut-être informel, de pouvoir s'orienter vers quelque chose de vrai, avoir une comptabilité en norme, avoir une fiscalité, ainsi de suite. Et ce sont des plus-values pour l'État. Ça permet à l'État de pouvoir peut-être envisager des politiques à long terme parce que l'une des difficultés des politiques orientées vers le secteur informel, c'est qu'il n'existe pas de données fiables. Il n'existe pas de données suffisantes parce que les mécanismes de collecte, étant donné qu'ils ne sont pas référencés, c'est un peu difficile. Donc, si nous mettons en place des opportunités pour pouvoir attirer le secteur informel, ça nous permet d'obtenir des données fiables et orienter une politique économique qui peut avoir une portée à long terme. Voilà un peu quelques pistes de solutions que je peux énumérer dans le cadre de cette question. D'accord, merci pour la contribution. Alors, nous sommes en train de nous égrener vers le temps imparti pour notre échange. Je vais faire un dernier tour pour effectivement prendre les avis des uns et des autres avant bien sûr de dire au revoir pour la fin de ce panel. Je vais m'adresser à Christine Mbangu, au sortir de tout ce que nous avons pu dire en termes de propositions, en termes de constats, en termes d'impact. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle, que vous souhaiteriez mettre en avant bien sûr de clore avec notre échange?
Oui, s'il y a quelque chose que je veux rappeler aux femmes, c'est qu'elles ont le pouvoir. Elles ont le pouvoir de réussir. Elles ont le pouvoir de changer leurs conditions actuelles. Alors, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste pour faire joli, mais avec ce qu'elles ont, elles peuvent faire beaucoup. Une femme, je suis une femme, et ce n'est pas uniquement pour cette raison que je le dis, on porte des enfants, on s'en occupe, on gère un foyer. Alors, lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat, on est un peu plus frileux, on a des doutes, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse faire tout ce qu'on fait dans nos foyers auprès de nos enfants et qu'on ne puisse pas réussir en tant que chef d'entreprise. Donc, mon mot de fin, c'est vraiment de dire aux femmes de repenser leur business tel qu'il est aujourd'hui et d'aller beaucoup plus loin, de rêver beaucoup plus grand que ce qu'elles avaient prévu avant. Malheureusement, on ne sait pas combien de temps va durer la crise actuelle et vous ne pouvez pas vous permettre, nous ne pouvons pas nous permettre de nous asseoir et d'attendre que ça passe. Peut-être que ça passera dans 1 an. Est-ce que vous pourrez toujours vous nourrir dans 6 mois si la crise ne s'arrête pas? Est-ce que vous pourrez toujours envoyer vos enfants à l'école si la crise ne s'arrête pas? Si vous répondez non à ces 2 questions, il est temps de trouver une solution. Et la solution, elle ne va pas venir de l'extérieur. Alors, effectivement, Alpha a parlé d'aide, d'accompagnement venant de l'État, Saint-Triche aussi, mais reposez-vous d'abord sur vos acquis, sur vous, sur ce que vous pouvez faire sortir de vous. Vous aurez certainement des aides de l'État, vous aurez certainement des accompagnements à cause des conditions actuelles, mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec le peu que vous avez aujourd'hui? Faites ce que vous avez à faire. Il est de votre responsabilité de faire ce qu'il faut pour vous en sortir. Personne ne va vous trouver une solution miracle. C'est à vous de trouver la force de vous en sortir dans la situation actuelle. Ne vous asseyez pas, ne vous reposez pas. Travaillez chaque jour pour que votre condition s'améliore, pour que ça aille de mieux en mieux. Cognez aux bonnes portes dans le but de vraiment vous en sortir. Pour vous, pour vos enfants et pour pouvoir laisser quelque chose à votre descendance. On parle d'héritage pour les hommes. En général, on dit que c'est le père qui laisse un héritage à ses enfants, mais en tant que mère, en tant que femme, nous avons aussi la responsabilité de laisser quelque chose à nos enfants. Donc, c'était mon mot de fin. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à être parmi vous et à échanger avec les différents panélistes et avec Waris qui était notre hôte. D'accord, merci pour ces messages inspirants, pour cette contribution. Je crois que toutes les femmes qui nous suivent et nous écoutent actuellement à travers le monde prennent acte de tous ces éléments. Alors, Saint-Tiche, même exercice, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme africaine. Peut-être un souhait formulé à l'endroit bien sûr de ces différentes femmes lorsqu'on parle des inégalités de genre. Merci Waris. Moi, je vais terminer mon propos vraiment en faisant un plaidoyer en faveur des femmes. Et mon plaidoyer, c'est que vraiment on puisse donner un égal accès aux chances de réussir aux femmes au même titre que les hommes. Qu'on puisse permettre à la femme en fait de s'autonomiser au même titre que les hommes. Qu'on donne à la petite fille l'égal accès à l'éducation au même titre que le petit garçon. Et surtout au niveau de nos États, et qu'on puisse vraiment investir dans les femmes parce que les femmes ont du potentiel et elles le prouvent chaque jour que Dieu fait. Les femmes démontrent en fait qu'elles ont du potentiel. Il suffit juste qu'on leur mette un peu et qu'on les appuie un peu pour qu'elles puissent véritablement révéler leur plein potentiel. Et moi, je dirais également qu'il va falloir en fait, qu'on renforce le leadership et la participation significative des femmes et des filles dans tous les processus de prise de décision. Il va falloir vraiment qu'on donne la parole aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent dire en fait ce qui est bien pour elles-mêmes. Au lieu que ce soit toujours les hommes qui décident pour nous, qu'on nous donne également la parole,
qu'on nous donne en fait droit de chapitre pour que nous puissions dire en fait ce qui nous tient véritablement à cœur, c'est que ce dont nous avons besoin en fait pour nous émanciper et nous autonomiser véritablement. Donc, comme conseil aux femmes, je vais un peu, j'aime ma voix à ce que Damaris a dit. Exactement, il faut que les femmes comprennent en fait que les gens ne feront pas bouger les choses à leur place. Nous sommes des femmes et nous devons en fait en être conscientes et nous battre en tant que femmes. La vie ne nous a pas forcément donné beaucoup de choix, mais avec le peu qu'on a, on peut faire de grandes choses. Et comme Simone de Beauvoir le disait si bien, en fait, la femme, c'est l'apparence de la faiblesse, mais la réalité de la force. La femme est forte, la femme peut faire beaucoup de choses avec le peu de moyens dont elle a à sa disposition, on peut changer le monde. Donc, à chaque femme, en fait, je dirais ceci, il faut croire en soi-même, il faut que nous arrivions à croire en nous, croire en notre potentiel et ne pas du tout nous mettre dans une position d'infériorité vis-à-vis de l'homme. Nous sommes tous des êtres humains et chacun, voilà, à son niveau, peut faire bouger les choses. Aussi petit que cela puisse se faire, voilà, aussi petit que ce soit là que nous allons poser, chacun à son niveau peut faire bouger les choses. Donc, j'encourage beaucoup les femmes, j'encourage beaucoup les filles à prendre leur destin en main parce que personne ne viendra le faire à notre place. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Alors, Alpha Abadjé, on va clore dans quelques instants, on va arrêter dans quelques instants. Peut-être un petit souhait pour toutes ces femmes qui nous suivent. Okay. Merci, Waris. Peut-être avant de dire quelques mots à l'endroit de nos braves et jeunes dames, et peut-être nos mamans, j'aimerais juste dire quelque chose, peut-être à l'endroit de ceux qui sont nos gouvernants ou bien ceux qui sont en charge de nos politiques et actions publiques, c'est que on ne peut pas décider pour quelqu'un si on n'associe pas la personne au processus de décision. Ça serait un peu comme décider contre cette personne. Et il est temps, lorsque nous voulons parler peut-être des politiques ou bien des actions à l'endroit des femmes, il faudrait laisser de la place à ces dames pour qu'elles puissent nous dire en quoi elles auront besoin et quels sont peut-être les bénéfices de toutes les stratégies et politiques à leur endroit. Donc aujourd'hui, nous avons l'obligation de les intégrer dans tous les processus décisionnels. Mais au-delà de ça, faciliter leur accès à l'information et à la formation, ce qui est primordial parce que c'est de là que tout peut se faire. Faciliter également l'accès aux ressources. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons davantage ancrés dans le clivage et empêcher à ces dames-là d'avoir accès aux ressources qui sont fondamentales pour le devenir de l'humanité parce que pour moi, elles constituent le socle du développement intégral. Et au-delà de ça, il faudrait que l'État puisse, quand je parle de l'État ou bien des États, il faudrait véritablement que les programmes économiques soient des programmes à long terme. Mon cœur est un peu serré lorsque je vois des actions, on dépense des milliards et des milliards pour des actions à court terme, peut-être qui s'inscrivent en 1 an, en 2 ans, alors que nous pouvons prendre notre temps, élaborer peut-être des programmes pluriannuels qui peuvent avoir une portée peut-être énorme pour la gente féminine. Maintenant, à l'endroit des femmes, je me dis qu'en toute situation, je pense que pour faire sortir le guerrier ou la guerrière qui sommet à chacune d'elles, il est peut-être impératif qu'elles soient confrontées à toutes les situations qui peuvent être difficiles. Au-delà, quand il n'y a pas de combat, on ne peut pas parler des héros ou bien des héroïnes. Donc, face à l'adversité que nous avons en ce moment, face à des conjonctures économiques difficiles, face à des structures sociales qui sont peut-être en leur défaveur, c'est le moment de prouver au monde entier qu'elles sont des véritables guerrières, mais qu'elles n'abandonnent pas peut-être au premier coup ou bien au premier obstacle. Nous croyons tous en elles et nous pensons que ce n'est pas seulement pour elles que nous croyons, mais il est important pour nous également qu'elles réussissent parce que le développement et la réussite des femmes dépendent aussi de la survie de l'humanité. Un peu en quelques mots ce que je peux dire à l'endroit de nos jeunes dames et également de nos gouvernants. Merci beaucoup pour cette opportunité.
D'accord, c'est nous qui vous remercions pour ces différentes interventions. Je rappelle que le thème de notre échange portait sur la crise économique ou augmentation des inégalités basées sur le genre. Et comme intervenant, nous avions Alpha Badje qui est business analyst et expert comptable. Nous avons également Christine Damaris Ombago, formatrice comptable spécialisée dans l'accompagnement des PME. Et Madame Sentish Geboué-Ouedraogo, juriste, inspecteur du travail, directrice régionale du travail et de la protection sociale des Cascades. Et nous sommes effectivement réunis à l'occasion de la 3e édition des Anto Winners Day, organisée par la plateforme Anto Winners Day, qui, à travers ma voix, remercie les panélistes pour le oui, pour votre présence, pour avoir ménagé votre temps, pour effectivement contribuer et apporter quelque chose de positif dans la construction de la femme africaine à l'occasion, bien sûr, de cette journée internationale. La plateforme Anto Winners remercie également tous ses partenaires et sponsors grâce à qui nous avons cette 3e édition. Merci à vous, mesdames, merci, messieurs, et nous nous retrouvons prochainement pour d'autres échanges et surtout, bon courage à vous et à très bientôt. Merci. Merci, merci, Waris. Bye. Bye. Merci à vous également qui avez suivi un peu partout.